Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Alexis Lopez. Alexis est photographe, réalisateur, reporter. Et je vous propose qu'on commence par un petit retour sur son parcours. À 18 ans, il lance une première chaîne YouTube. À 24 ans, il décide de se consacrer exclusivement à l'aventure. En 2018, il co-réalise avec son frère le court-métrage In Love. Le court-métrage connaît un succès international. Il a aussi écrit pendant 4 ans un film avec France 2 qui sortira très prochainement. En 2019, il part faire de la survie en Sibérie, où il co-réalise avec son frère le documentaire Vivre la forêt. Début 2022, il est en Ukraine quand la guerre éclate, et il la documente sur sa chaîne YouTube. Je pourrais continuer la liste, mais je vais m'arrêter là. Parce que tout ça, c'est passionnant, mais ça finit par être épuisant. Alors aujourd'hui, j'ai invité Alexis pour parler de sa dernière aventure, une aventure différente, plus simple, plus calme. Et vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre, et c'est pour ça que vous avez cliqué. Voyager dans le temps, à cheval, au Kirghizistan, comme au début du XXe siècle. Un voyage initiatique qui va au-delà de la pure aventure telle qu'on la connaît et repose avec beaucoup d'humour et d'authenticité des questions essentielles. Des questionnements sur l'ethnocentrisme et le relativisme culturel, le rapport à l'autre, mais aussi le rapport aux chevaux, à la nature, et puis des questions sur soi. Quand tout va trop vite, comment reprendre le temps? Comment se recentrer sur ses émotions? Bref. J'espère que vous aimerez cet épisode autant que j'ai aimé le préparer et l'enregistrer. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec l'interview. Alexis, bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour parler de ta dernière aventure au Kirghizistan. Et la petite particularité, ce sera qu'il n'y aura pas que moi qui te poserai les questions, mais aussi tes abonnés qui m'ont posé des questions sur Instagram. Donc je ferai un petit mix entre leurs questions et puis les leurs au cours de l'épisode. Avec plaisir. C'est parti, let's go. Je pense que là, la question qu'on se demande tous, c'est pourquoi partir voyager comme en 1900 ? À quel moment dans ta vie tu as eu cette idée ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'était l'été dernier. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. En fait, c'est une dépression du travail. J'étais plus heureux dans la société actuelle. Ça me correspondait plus, en fait. Et j'avais besoin de changer mon environnement pour aller dans un environnement qui me correspondait mieux. Je me suis dit, waouh, ok... comment est-ce que je pourrais faire pour vraiment me reconnecter à moi-même, pour ne plus être dans cet environnement plein de stress qui me rendait vraiment anxieux. Il faut savoir que moi je travaille sur les réseaux sociaux, donc évidemment il y a tout ce côté, les chiffres, les analytics, etc. C'est vite, c'est plombant, quoi. C'est très stressant. Et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de prendre l'air, et j'ai surtout envie de prendre du temps pour moi. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, mais dans les années 1900, à l'époque où il n'y avait pas encore la voiture, enfin ça commençait à peine, il devait se déplacer, j'imagine, à cheval, je me suis dit, et du coup les trajets étaient beaucoup plus longs, beaucoup plus lents, il devait prendre beaucoup plus le temps justement des choses. Et donc je me suis renseigné un petit peu sur ces années-là, puis j'ai découvert le travail d'Ella Maillard, qui est une exploratrice et écrivaine des années 30. Son récit m'a beaucoup touché, et je me suis dit, bon bah allez, c'est parti, je vais essayer de faire un voyage comme dans les années 1900, et peut-être que je vais réussir à reprendre le temps. Donc voilà, c'est vraiment ce truc-là j'étais en burn-out, et je me suis dit, ok, j'ai besoin de prendre le temps, et quoi de mieux qu'un voyage dans le temps, du coup, pour prendre le temps. Donc je suis parti faire ce voyage dans le temps. Il y a Cathy qui nous dit quels sont les endroits les plus adaptés pour ce type de voyage. Moi j'ai choisi le Kirghizistan pour une raison simple, c'est qu'il y avait à la fois pas beaucoup de touristes, que c'était une nature extrêmement préservée, qu'il y avait aussi des traditions et une vie liée aux nomades, etc. Enfin voilà, le nomadisme est encore très présent là-bas, mais il y a plein de spots sur Terre où on peut faire ce genre d'aventure, y compris en France en fait, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Massif central, même en Bretagne, enfin un petit peu partout en France on peut faire ce genre de périple. Je pense pas qu'il y ait de destination
idéal. Alors évidemment, je ne conseillerais pas Dubaï pour faire ce genre d'aventure. C'est sûr. Mais il y a beaucoup de pays, notamment en Europe, sur lesquels on peut faire ces aventures, même en Afrique, partout, en Asie, enfin, honnêtement, un petit peu partout sur Terre. L'idée, en fait, c'est pas que de voyager physiquement, mais aussi de voyager intérieurement. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et donc tu dis que tu t'es beaucoup inspiré de l'aventurière Ella Maillard. Comment est-ce que tu t'es renseigné sur toute la partie historique pour bien préparer l'aventure, savoir comment on voyageait à l'époque, quel matériel tu allais utiliser? Il y a une histoire aussi avec une chamane aussi au début du voyage que tu vas voir, comme tu dis, qui faisait à l'époque au Kirghizistan. Ouais. Comment on fait une reconstitution historique un petit peu comme ça? Alors je dirais pas que je fais une reconstitution historique parce que je pense qu'il y a plein d'erreurs, si c'en est une en tout cas. Disons que je suis pas un fou taré de matériel qui va aller chercher le truc de 1900, etc. Non, ce que j'ai fait, c'est surtout... déjà, j'ai lu le bouquin d'Ella Maillard, donc Des monts célestes au sable rouge. Et puis après, j'ai fait quand même un petit peu de recherche sur le net et dans des vieux bouquins vis-à-vis de... Voilà, tiens, c'est plus de la curiosité en fait que de la recherche historique. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, ils utilisent un chapeau, je vais mettre un chapeau. Non, je me suis dit, tiens, ils mettaient des chapeaux, pourquoi ils mettaient des chapeaux? Essayer de comprendre le pourquoi on met plus de chapeau, par exemple, aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte sur le terrain, oui, c'est trop bien un chapeau. Pourquoi on met plus de chapeau? Vraiment, ça protège des éléments, ça protège de la pluie, ça protège du soleil. Avec un chapeau, on remplace à la fois la casquette, à la fois la capuche, à la fois ceci, cela. Et en fait, je suis plus parti dans cette démarche-là d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on utilisait tel ou tel accessoire à l'époque. Et puis maintenant, je vais faire un truc simple, c'est que je vais expérimenter sur le terrain. J'ai pas fait des recherches pendant 25 000 ans sur la façon dont j'allais utiliser le matériel, etc. Non, je suis plus parti sur un truc de, ok, j'expérimente. Je suis là pour vivre moi-même. Et en fait, je pense que le truc le plus dur, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, pour les gens quand ils partent à l'aventure, c'est évidemment de vaincre la peur, parce que ça fait flipper de partir à l'aventure. Pour ça, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de se préparer au maximum. Donc j'ai essayé de me restreindre au max et de me dire, ok, le terrain, ça sert à expérimenter, donc j'attends d'être sur le terrain pour expérimenter ce truc des années 1900 et on verra bien ce que ça donne, quoi. Justement, il y a Juliette qui a posé une question et qui dit, qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Avant de commencer le voyage, est-ce que t'avais des... Qu'est-ce qui te faisait le plus peur? Avant de commencer l'aventure? Ouais. Franchement, moi je te dis, il y a beaucoup de personnes qui me disent tiens, c'est trop fort ce que tu fais, t'as beaucoup de courage, moi j'y arriverai pas, c'est impossible. Honnêtement, je me rends compte d'un truc, c'est que à chaque fois que je pars à l'aventure, et pourtant c'est mon métier, j'en suis pas à ma première aventure du tout, j'étais en Ukraine en début d'année, en février, juste avant j'étais en Sibérie, j'ai fait un énorme périple il y a 2-3 ans, là je reprépare la suite. Alors, à chaque fois, vraiment, je le dis, je me chie dessus, vraiment, j'ai extrêmement peur. J'ai peur de partir à l'aventure, et heureusement en fait, c'est normal, sinon ça serait pas de l'aventure en fait, c'est le principe même de l'aventure, partir à l'aventure, c'est essayer de vaincre ses peurs, d'aller au-delà de... C'est du développement personnel en soi. Mais il y a une différence entre donc, manquer de sécurité intérieure à ce moment-là, avoir peur de ce qui va arriver, et ne pas se respecter. Et ça, je tiens vraiment à le mettre en avant. Se respecter, c'est préparer sa aventure, c'est limiter les risques, limiter les problèmes, mais pas limiter la peur. Si je prends un exemple, voilà, je me respecte, donc je prévois un itinéraire, et je prévois que, j'en sais rien, une doudoune si je vais dans le froid. Évidemment, partir en t-shirt sur un flanc de falaise à 5000 mètres d'altitude, non, ça c'est pas juste l'aventure, c'est pas vaincre sa peur, ça c'est être inconscient et ne pas se respecter. Et c'est ce que je pense différencie mon travail de celui de beaucoup d'explorateurs et d'aventuriers, qui est de dépasser sa peur en se mettant dans le rouge en permanence, de la même manière que le ferait un militaire. Si on prend des expéditions comme celle de Mike Horn, etc., c'est des expéditions extrêmement sportives où on passe son temps à se dépasser, mais pour ça, il faut avoir le mental d'un militaire. On souffre, mais on dit rien, on se bat, on est tout le temps dans ce truc-là de se battre contre les éléments. Moi, je cherche pas à me battre contre les éléments, c'est tout l'inverse en fait. Je cherche à être en cohésion avec la nature. Donc à me dépasser intérieurement, certes, à dépasser mes peurs, mais tout en me respectant et en respectant ma santé mentale. Mais tu ne cherches pas particulièrement à frôler la mort dans tes aventures? Absolument pas. Je pense que justement ce périple au Kirghizistan a changé complètement ma vision de l'aventure. Avant, j'étais vraiment sur ce truc-là en Sibérie. J'ai passé 20 jours en Sibérie à traverser l'Oural, donc j'ai fait 200 km à peu près à pied, 150 pardon à pied, et 200 à peu près en radeau. J'ai perdu 17 kilos en 20 jours. Donc, non, j'ai perdu 10 kilos en 20 jours. C'est vraiment bon. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. À la fin, c'était même plus... Enfin, on voyait mes côtes, mais j'étais tellement maigre. Mais voilà. Et je suis content de l'avoir fait quelque part, parce que je me dis, ok, je sais où je peux aller, en fait, mentalement.
Mais est-ce que ça m'a apporté beaucoup de bonheur? Non, c'est oui, ok, je peux cocher la case. Bon, ben c'est bien, voilà. Maintenant, je peux cocher la case, je peux dire que je l'ai fait. Mais ça m'apporte rien, ça m'a pas fait grandir quelque part. Ça m'a, oui, montré des limites, peut-être, physiques. Mais est-ce que j'avais besoin de ça déjà pour les connaître? Je suis pas sûr. Et en plus de ça, non, au contraire, ça m'a coupé de mes émotions en fait. Puisque pour pouvoir vivre des trucs comme ça, pour pouvoir. Mais ça va aussi avec mon travail en Ukraine, pour pouvoir voir des cadavres, etc., il faut être capable de se couper de ses émotions. C'est hyper important, c'est indispensable même pour se protéger. Si on ne se coupe pas de ses émotions, ben on pleure sur place, on fait des conneries, on n'a plus de sang-froid. Donc, quand on est dans une situation extrême, on se coupe de ses émotions. Le problème après, c'est qu'à force de les couper, ben on n'arrive plus à y revenir à ses émotions. Tu peux prendre des militaires qui ont 20, 30 ans de carrière, qui ont vu des horaires toute leur vie, mais en psychothérapie, c'est un calvaire après. Enfin, ils n'arrivent plus rien à ressentir, les mecs. Et donc, je voulais absolument pas être dans cette situation-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, Alexis, maintenant, il faut que tu te calmes et que tu fasses des trucs, voilà, des aventures un petit peu plus sensorielles, on va dire. Que tu reprennes vraiment ce temps-là pour toi et que tu essaies d'expérimenter la reconnexion à toi-même. Et donc, je pense en effet qu'un environnement comme celui du Kyrgyzstan, où la nature est abondante, et d'autant plus en compagnie de chevaux, ça permet vraiment de se reconnecter à soi. J'en viens aux chevaux parce que ça a l'air d'être hyper important. T'en parles souvent dans tes vidéos du rapport que tu avais avec ton cheval. Est-ce que tu étais déjà cavalier avant ou est-ce que tu as découvert l'équitation sur place? C'est rigolo, c'est un truc qu'on me demande souvent, mais... Ouais, j'imagine. Parce qu'en fait, les gens se demandent, ok, est-ce qu'il faut être cavalier pour faire ce genre d'aventure? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire, faut plutôt essayer de comprendre le cheval pour partir, plutôt que savoir monter à cheval. En fait, le cheval, c'est un compagnon. Ensemble, on forme un grand troupeau. C'est simple, si un cheval se blesse, on n'avance pas. Si un humain se blesse, on n'avance pas. Donc on est en permanence en train de veiller les uns sur les autres. Et on n'est même pas obligé de monter à cheval. En réalité, on va pas plus vite en montant à cheval. C'est juste, on s'économise de la force, forcément, quand il faut monter, grimper la montagne, voilà. Mais on va vraiment pas plus vite. Moi d'ailleurs, je passe la moitié de mon temps à côté du cheval à marcher, si ce n'est plus de la moitié. Maintenant, pour répondre directement à ta question, j'ai fait 3-4 cours d'équitation. Et en fait, j'avais... alors pour le coup, c'est pas moi qui le dis, je suis tombé avec un prof qui avait fait les JO de Rio, donc vraiment le mec c'était une pointure. Et il m'a dit, mec, j'ai jamais vu quelqu'un qui montait comme ça au bout de 3 cours. Et je me rappelle, sur le paddock, il appelait vraiment tout le monde pour me dire, regardez, imaginez, à votre avis, il a combien de cours d'équitation? Et en fait, c'est vrai que les gens étaient assez étonnés. Et moi le premier, hein, vraiment, je te dis, je pensais pas du tout que j'allais avoir une facilité comme ça avec les chevaux pour le coup. Oui, il faut savoir un minimum monter à cheval. Après, il n'y a pas besoin d'être une machine de guerre, il n'y a pas besoin d'avoir son galop 6, il n'y a pas besoin de savoir sauter des obstacles de 2 mètres, il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Ce qu'il faut surtout, c'est être ouvert au cheval, essayer de le comprendre. Tu vois, moi je vois mon palefrenier, ça faisait 20 ans qu'il travaillait avec des chevaux, et il m'a dit dès le premier jour, fais gaffe Alexis, je te file ce cheval, mais ce cheval, tu le lâches, il se barre. Il reviendra pas et on va passer la journée à le chercher, ça va être l'enfer. Mais en réalité, au bout de 3 jours, le cheval, je le lâchais, il me suivait, quoi. Tu vois, parce que je pense que, et ça aussi c'est culturel, on en reparlera peut-être plus tard sur le podcast, mais Ouais. il y a ce truc-là d'être ouvert aux chevaux, en fait, aux animaux. Si t'es ouvert à un cheval, évidemment, il te le rendra. Et si tu le respectes, il te respectera. Et les chevaux sont sensibles. En fait, si tu veux, moi, le truc, c'est que avant de partir, j'intellectualisais tout. Déjà, je suis très curieux et puis j'ai ce besoin de tout comprendre. Et en fait, les chevaux, tu peux pas intellectualiser. Un cheval, comme n'importe quel animal, n'intellectualise pas. Donc, tu es obligé de ressentir. Et si tu t'ouvres à ce ressenti, si tu es dans le ressenti vraiment, le cheval, il te respectera. On dit, enfin moi je fais de l'équitation depuis 10-15 ans maintenant, et ce qu'on dit c'est que les chevaux c'est vraiment des éponges, donc si t'es stressé ils le savent, si t'es pas stressé ils le savent, et donc entre guillemets c'est facile de communiquer avec un cheval, mais du coup tu le montres aussi. C'est rigolo, c'est une drôle de coïncidence, que je savais pas du tout que tu faisais de l'équitation. Mais je pense que tu dois pouvoir constater vraiment ouais, de ce truc-là, quoi. Mais c'est pour ça que ça m'a intéressé vraiment ton périple à cheval, je pense que tout cavalier rêve de faire ça. Mais il y a des scènes assez, on va dire, choquantes pour nous en tout cas. On va voir, tu disais, tu caresses ton cheval, on se moque de toi. Tu descends de cheval pour le faire brouter, on se moque de toi. Donc il y a vraiment un rapport différent entre nous et les Kirghizes par rapport aux chevaux. Comment est-ce que tu gères un petit peu ces situations-là? Quelle posture tu peux adopter Ben, en fait, moi, si tu veux, je suis en mode observateur.
qui je suis pour juger cette culture? Ça, c'est la première question que je me pose. Et puis, de la même façon, en fait, que j'ai voulu voyager dans les années 1900, j'aime voir le positif dans certaines choses. Là, j'essaie de trouver le positif dans les années 1900. Évidemment, dans les années 1900, il y avait une maltraitance animale qui était bien plus forte qu'aujourd'hui. Évidemment, je m'inspire pas de ça pour ce voyage. Donc, j'essaie de prendre le meilleur des années 1900 et le meilleur de 2023. Et en fait, j'essaie d'en faire un voyage, entre guillemets, où... Et de la même manière, en fait, je vais au Kirghizistan, ben, je vois comment ils traitent les chevaux, je vois comment... En fait, j'essaie de prendre le meilleur partout où je vais, et c'est un petit peu ça que je retire de toutes mes expériences, de tous mes voyages. En effet, au Kirghizistan, le cheval, c'est un outil, en fait. Mais c'était ça aussi au Moyen-Âge en France, ou même dans les années 1700, 1800. Le cheval, il te sert à te déplacer, il crée très peu de liens avec les chevaux. C'est comme une voiture, vraiment, hein, je peux le dire, c'est vraiment comme une voiture. Donc évidemment, nous on arrive avec notre vision d'occidentaux qui chouchoutons les chevaux et on se dit waouh, c'est trop dur, c'est pas juste, etc. Après, rien n'est noir ou blanc. À côté de ça, en France, on va voir des chevaux qui sont souvent dans des box fermés. Là-bas, au Kirghiz, ça n'existe quasiment pas. Un cheval, il est dans les prés en permanence avec ses potes, souvent en liberté, en semi-liberté. Mais c'est même plus des parcs, les trucs c'est immense, ils peuvent se balader sur des kilomètres, tel point que les mecs des fois mettent 15 jours, 3 semaines pour les retrouver, vraiment, hein, j'ai vu des scènes comme ça. En fait on peut pas vraiment comparer ni les cultures, ni les façons de faire avec les animaux, c'est super compliqué, tu vois, on est tombé sur un coq-bouloute, c'est une tradition où en fait ils égorgent une chèvre et ils la décapitent et ils coupent les pattes pour faire un genre de foot soccer avec. Ou un horseball, on pourrait appeler ça. Il joue avec la chèvre et en fait, voilà, il y a des buts. C'est un jeu ancestral kirghize. Évidemment, au premier abord, on est hyper choqué. Et moi, le premier, j'étais là, putain, c'est vraiment un truc de fou ce qui est en train de se passer. Là, les mecs sont en train de dégorger une chèvre pour faire un foot avec. Et puis, en fait, voilà, quand tu creuses un peu, tu te dis, bon, ok, ils ont égorgé la chèvre pour faire leur foot. Déjà, la chèvre, ils vont la manger après, c'est pas juste pour s'amuser. En plus, cette chèvre, elle a vécu toute sa vie dans les pâturages. Et en plus de ça, est-ce qu'on peut vraiment donner une leçon, sachant que nous, Français, on mange du jambon qui vient de qui vient de cochons, pardon, qui sont nés dans des élevages intensifs, qui n'ont jamais vu le jour. Et pour le coup, j'ai visité des élevages intensifs. J'ai même fait une vidéo sur YouTube sur des élevages de cochons en Bretagne. Et les conditions de vie sont absolument abominables. Donc c'est assez hypocrite pour nous de dire que bon, ouais, mais non, c'est pas cool ce qu'ils font parce qu'ils font un foot avec leur chèvre. Bon oui, ils jouent au foot, c'est une tradition, c'est comme ça, la chèvre elle est morte, et puis voilà. Mais en attendant, ces mecs-là, ils polluent 15 fois moins que tous les Français, quoi. Je sais pas combien de planètes un Français, je me rappelle plus des stats. Je crois que c'est 11 tonnes. Ouais, 11 tonnes de CO2 et qu'on devrait en produire 2 tonnes. Bon, j'aimerais bien voir un Kirghiz, mais je me demande s'il ne produit pas moins d'une demi-tonne, honnêtement. Les mecs, ils ont pas d'élec, ils ont pas d'eau, c'est l'eau de source. Ils polluent quasiment rien, les mecs. Voilà. Donc, qui suis-je non seulement pour juger leur culture, et qui suis-je encore plus pour donner une leçon à ces gens? Je suis personne, en fait. Donc, ce que j'essaie de faire en allant sur des zones comme ça, c'est de me dire, ok, je prends le positif, et ce qui me semble pas spécialement cool, par exemple, la maltraitance animale vis-à-vis des chevaux, évidemment... je la garde pas et je me dis que c'est super d'avoir de l'éthologie en France et je m'intéresse de plus en plus à ça, à l'étude des chevaux, etc. Et c'est passionnant et j'espère même en fait pouvoir sur certains voyages apporter des éléments à des gens. Par exemple, je prends mon palefrenier, ça fait 20 ans qu'il travaille avec des chevaux, honnêtement il était sur le cul de la façon dont je pouvais se comporter son cheval avec moi, donc je pense que... Alors je sais pas si ça l'a convaincu, et j'ai pas cette prétention-là d'avoir envie de le convaincre, mais j'espère qu'il s'est peut-être dit ah bah ouais en fait c'est peut-être pas qu'en lui mettant des coups de pied au cheval que ça va marcher, quoi. Il y a peut-être d'autres solutions. C'est super intéressant ce débat-là de relativisme culturel. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des traditions, elles sont violentes? Est-ce qu'on peut les accepter ou pas? Quand c'est pas notre culture, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'ai l'impression que comparer les cultures ça amène qu'une chose, c'est de la haine en fait. Tu vois, arrêtons de passer notre temps à nous comparer, on a des histoires différentes en plus, on a un environnement qui est différent. Eux, c'est sûr, ils vivent tous à plus de 1600 mètres d'altitude, donc les routes sont compliquées, donc ils sont tous à cheval. Enfin, notre vie n'est pas transposable et la leur non plus, quoi.
tu vas vivre un peu chez des nomades dans des yurts. Tu participes à la traite des vaches. Bon, c'est incomparable à notre vie ici en France. Ça, je voulais savoir ce que tu retenais un petit peu de cette immersion chez les nomades, de cette manière de vivre. Ben, ça m'a montré qu'il y avait inconfort et inconfort. Personnellement, vivre comme dans les années 1900, et je peux le dire vraiment, m'a procuré aucun inconfort, beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins d'inconfort qu'une expédition que j'ai pu faire à droite à gauche, ou même en France, mais peu importe où je les ai faites, en mode 2020, avec du matériel ultra technologique, où justement je suis, comme je disais tout à l'heure, pas dans l'écoute de mes émotions. Ça, c'est une chose, mais d'autant plus par rapport à notre mode de vie ici en France. Oui, évidemment, le truc le plus dur, c'était peut-être de se dire que tiens, tous les jours, on n'avait pas le droit à la douche et qu'en fait, il fallait un peu douiller pour aller dans une eau hyper froide. Évidemment, c'est super dur de te dire que tiens, tu vas dans une eau froide pour te doucher, ou alors tu fais une toilette comme à l'ancienne. C'est possible aussi. Tu prends une bassine, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu la fais chauffer au coin du feu, et puis voilà, t'as de l'eau chaude. En fait, tout est une question de temps. Évidemment, aujourd'hui, là, je suis à Paris pendant que j'enregistre ce podcast. Ça me ferait chier d'avoir une bassine et de devoir faire chauffer mon eau. Pourquoi ? Parce que je suis dans un truc et un schéma de société qui fait que je dois être hyper productif. Je peux pas consacrer 1h30 à ma douche. Je peux pas consacrer 1h30 à écrire à la plume le soir. Je peux pas consacrer tout ce temps-là en fait à toutes ces activités. Non, la douche, il faut que ça dure 15 minutes parce qu'après j'ai ceci, cela à faire, parce que je suis dans un environnement qui est celui de l'environnement en France, capitaliste, parisien, où on est dans un truc de consommation à fond et où il faut produire absolument parce que sinon je tiens pas les délais, mes clients travaillent plus avec moi, mes sponsors travaillent plus avec moi. Évidemment, moi-même je suis intégré dans ce truc-là et c'est bien là le problème justement. On a besoin, je pense, de se réhumaniser et de prendre un peu plus le temps. Donc en fait, ce qui est de l'inconfort et ce qui peut paraître de l'inconfort pour aujourd'hui un Parisien ou un Français, je pense que ça ne l'est pas pour un Kirghize et ça ne l'était pas non plus pour moi, Parisien et Français, enfin Parisien, je suis pas vraiment Parisien mais j'habite à Paris, qui est allé au Kirghizistan. En fait, ça dépend encore une fois de l'environnement dans lequel tu es. Et il y a un courant de la psychologie systémique, qui en fait repose sur une pensée très simple. Un individu a un problème, est-ce qu'il a toujours ce problème dans un autre environnement ? Est-ce que le problème c'est l'individu ou est-ce que c'est l'environnement ? Et moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais des problèmes en France, mais dès que j'étais dans un environnement comme celui du Kirghizistan, mais en fait je me sentais beaucoup mieux et j'avais plus du tout de problème. Et en fait ce que je considérais de l'inconfort parfois en France n'était plus de l'inconfort au Kirghiz. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai le temps. Donc évidemment tu te lèves le matin, il est 6h, le premier truc que tu fais c'est tu cherches ton cheval, parce qu'il est parti brouter pendant la nuit. Donc tu essaies de récupérer ton cheval, après tu reviens, tu fais un déj qui prend vachement de temps à cuisiner parce qu'il faut faire du feu, etc. Tout prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est... Voilà, bref, je vais me répéter, mais il y a vraiment ce truc-là qui me tient à cœur, vraiment de dire, c'est que oui, cette vie, c'est pas en mode bisounours et compagnie, il faut pas pousser, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que c'est de l'inconfort ? Je suis pas sûr en fait. Est-ce que c'est pas de l'inconfort que de vivre à Paris, être anxieux dans le métro, passer son temps à paniquer, avoir peur des agressions ou je ne sais quoi, d'avoir de la nuisance sonore et auditive en permanence ? Est-ce que ça c'est pas plus inconfortable ? Moi je pense que si. Après c'est des points de vue évidemment. C'est intéressant comme débat, mais à un moment tu dors sur une peau de loup ou je sais plus. Est-ce que c'est inconfortable de dormir comme ça, même le sol ? Ou c'est plus inconfortable de vivre à Paris dans le stress et... Moi je vais te dire, en fait je vais prendre mon exemple. L'été dernier, donc, enfin pas celui-là mais celui d'avant, donc l'été 2021, j'étais vraiment en mode burn-out. Pourtant j'étais dans un appartement à Paris, j'avais entre guillemets tout le confort que quelqu'un rêverait d'avoir à l'autre bout du monde, etc. Mais qu'est-ce qui allait pas ? C'est ce qu'il y avait dans ma tête en fait. Et j'étais juste pas bien mentalement en fait. J'étais hyper anxieux pour l'avenir. Enfin, c'est le climat général qui est hyper anxiogène. Il y a des guerres aujourd'hui, il y a la crise climatique, il y a tout un tas de trucs, il y a des pandémies, il y a tout un tas de trucs qui font que voilà, on flippe, tu vois. En ce moment, c'est les retraites. Évidemment, on a du confort matériel, mais est-ce que ça suffit ? Je pense pas. Et d'ailleurs, c'est la première chose que m'a dit la chamane le premier jour quand je suis arrivé au Kirghizistan. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'hyper terre à terre. En plus, je suis pas du tout branché sur ces trucs-là, mais j'ai eu envie de tenter l'expérience. Elle m'a dit, mais t'es hyper stressé en fait, t'as un problème de stress, d'anxiété. Donc ouais, pour répondre à ta question, moi je sais que je préfère largement me passer d'un matelas le soir et vivre dans la montagne, du moins une partie de l'année. Tu vois, on était là la journée, on prend le soleil, on chill, on est à cheval, on profite, on pêche un peu. Il y a certains moments où je suis dans des situations où en effet c'est de l'aventure, c'est compliqué et pas tout le monde ne pourrait le faire, je pense.
mais il y a aussi moyen de faire la même chose que ce que je fais, mais version un peu plus soft. Oui, là c'était 1900. Et ouais, et puis je choisis vraiment de me dire, tiens, aujourd'hui je fabrique une cabane et je vais dormir dans cette cabane. Parce que j'ai envie d'essayer, tu vois, j'ai envie d'expérimenter. Je suis vraiment dans ce truc-là de l'expérimentation, en fait. En effet, c'est pas confort je vais pas te mentir, c'est pas confort de dormir sur une peau de berbe. Enfin, c'est moins confort qu'un matelas dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Mais par contre, je suis désolé, mais c'est hyper confort de se lever le matin, de faire son feu. Enfin, moi, je trouve ça trop kiffant, juste d'être là, de voir les étoiles le soir, de sentir le vent sur ma peau. Ouais, ça me met dans un état de méditation, entre guillemets. De méditation constante, en fait. C'est juste de la plénitude, du bonheur. Et je suis là et mon anxiété, il part, en fait. Il s'en va. Et je suis dans le moment présent, en fait. Bah, je te propose qu'on continue ce petit bilan de ce voyage initiatique pour voir bah, voilà, ce que ça a changé dans ta vie et comment tu as vécu le retour de ce voyage. Parce qu'on a Juliette qui nous demande si tu avais envie de rentrer en France et Hugo qui nous demande si le retour à la vie moderne a été brutal. Alors, il n'a pas été brutal dans le sens où je le connais. Et en fait, ça fait du bien de voir aussi ses proches quand on rentre, forcément, tu vois, d'une longue période comme ça où tu as été complètement déconnecté. Parce que faut savoir que je poste sur les réseaux, mais absolument pas en direct. Je poste tout en différé, en fait. Donc, je suis vraiment dans le moment présent pendant les voyages. Pour moi, c'est pas dur pour l'instant, c'est dur sur le long terme, en fait. C'est-à-dire que tu vois, là, ça fait 6 mois que je suis pas reparti. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Et j'ai qu'une envie à très long terme, c'est de me prendre un terrain et de me fabriquer mes cabanes dessus et de pouvoir avoir cette vie-là, mais toute l'année, entre guillemets. Et de pouvoir me dire, ok, j'ai aussi mon petit Kirghizistan chez moi, entre guillemets, peut-être dans les Pyrénées, peut-être dans les Alpes, je sais pas, je verrai d'ici quelques temps quand mes finances me le permettront. Mais évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Justement, je voulais te demander... bah déjà, est-ce que tu as d'autres aventures de prévues? Et puis, qu'est-ce que ça a changé ce voyage sur bah, maintenant ta vie quotidienne, sur tes réflexions peut-être, je sais pas, écologiques, voilà. Alors oui, j'ai d'autres aventures de prévues. J'espère voyager sur des voiliers en 2023. On verra, je suis en train de réfléchir à tout ça. Peut-être d'autres aussi aventures à pied ou alors à cheval et avec d'autres moyens de locomotion assez doux. Vraiment, je pense que le Kirghizistan, ça a créé un tournant dans mon parcours et dans mon amour pour l'exploration et l'aventure. Comme je le disais tout à l'heure, je suis plus du tout dans ce truc-là du dépassement de soi, dans le non-respect de soi. Et puis je pense surtout, le truc numéro 1, c'est que j'ai réussi à m'ouvrir à mes propres émotions grâce aux chevaux. Et ça, c'est juste incroyable, en fait. C'est juste, je le souhaite vraiment à tout le monde. C'est une porte vraiment vers une paix intérieure et une meilleure écoute de soi et des autres. Et on croit souvent qu'il faut des milliers d'euros pour faire ce que je fais, mais pas du tout. Honnêtement, les plus belles aventures, c'est des aventures que j'ai faites avec peu de moyens, en réalité. Aujourd'hui, tu prends ton pouce, tu prends ton sac à dos, tu vas sur la route, tu fais du stop. Rien que ça, c'est l'aventure. Et ça coûte 0. Donc là, évidemment, je suis sur une version... extrême du truc, mais avec quelques centaines d'euros, on peut faire de magnifiques aventures et pas forcément très loin. Encore une fois, l'aventure, elle peut se vivre presque sur le pas de sa porte. J'en suis persuadé. Tu as presque répondu à la question, tu as répondu à la question d'Arthur qui voulait savoir par où on commençait pour organiser un périple comme ça, mais à plus petite échelle. Et est-ce que tu le conseillerais à plus petite échelle pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience? Oui, totalement. Alors évidemment, je conseille à personne de partir comme dans les années 1900 sur une première aventure au Kirghizistan pendant autant de jours avec 6 chevaux, etc. Mais oui, évidemment, on peut partir sur des aventures plus petites en France. Encore une fois, moi c'est mon métier et j'aime être dans l'expérimentation de tout ça. Vous n'êtes pas obligé, parce que ça c'est souvent un truc, on me dit ah ouais mais soit on fait tout, soit on fait rien. Non, encore une fois c'est pas noir ou blanc, vous n'êtes pas obligé de partir sur une aventure extrême pour vivre, pour avoir des sensations, pour vous reconnecter à vous-même. J'habite à côté de la forêt de Meudon. C'est une forêt qui est magnifique en Île-de-France, une énorme forêt où il y a des arbres centenaires. Depuis la forêt on peut même voir la tour Eiffel, tu vois, parce qu'elle est en hauteur. Et même dans cette forêt j'arrive parfois à me dire ok putain je me reconnecte quoi. Je me reconnais en espace de 2-3 heures, j'arrive à être dans ce truc-là où juste je suis bien, quoi. Je suis avec les éléments, je suis avec le... Je ressens cette espèce voilà, je ressens la terre sous mes pieds, je ressens le vent, il y a le bruit des arbres, et en fait, rien que là, je me reconnecte, tu vois. Donc, évidemment qu'en France, on peut partir pour des petites aventures à droite à gauche. Le truc que je recommande aux gens, parce que souvent, les gens ont peur de se lancer, et je le comprends, en fait, c'est si on a trop peur,
essayer de se rassurer en prévoyant un itinéraire, en prévoyant un petit peu de matériel. Évidemment que c'est plus rassurant quand on a de la nourriture dans son sac et qu'on part. Bon voilà, on part sur une journée, même si on a peur de partir sur une journée, mais prenez de la bouffe avec vous, prenez votre téléphone, prenez une batterie bank. Voilà, si ça vous rassure, faites-le. Et petit à petit, déchargez-vous de tout ça. Tu fais une rando, et en fait sur toi tu as 1 milliard de trucs qui peuvent te distraire, mais en fait tu regardes même plus le paysage, t'es en permanence sur tes objets qui te distraient. Et donc en fait voilà, c'est aussi ça l'intérêt de partir de façon un petit peu minimaliste comme ça, c'est de se dire ok, je fais avec ce que j'ai sous la main, et en fait on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire la nature. Pour terminer, il y a toujours le petit mot de la fin. Le souvenir le plus marquant de ton voyage, une anecdote, une galère, voilà, ce que tu veux pour conclure un petit peu. Pour conclure, en fait, je crois que j'ai pas envie de parler de moi, j'ai envie de parler aux gens, et surtout de parler d'eux, dans le sens où en fait, si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, c'est vraiment d'être soi-même, d'avoir sa patte, de faire son truc à soi. Si votre truc c'est les aventures en mode Mike Horn, faites des aventures en mode Mike Horn. Respectez juste l'environnement, c'est tout ce que je demande. Et je pense que c'est tout ce qu'on demande tous. Mais moi j'ai appris au fil du temps un truc, c'est qu'en fait, comment dire, en fait se dépasser c'est souvent pour les gens ce truc de pas s'écouter, de pas se respecter. Et j'y reviens, mais vraiment respectez-vous, dépassez-vous. Faites de vos peurs en fait des sortes de super pouvoirs. Si j'ai un truc à dire aux gens, c'est vous en êtes capable en fait. Putain, on se rend pas compte, mais on exploite peut-être que 30% de notre capacité. On a tous énormément de blocages liés à ces peurs. Comme je le disais tout à l'heure, vraiment, j'ai peur en préparant les prochaines expés. J'ai peur en me disant que tiens, dans tel pays, je vais sûrement partir, ou je vais devoir gérer 4-5 chevaux peut-être tout seul. Enfin, en fait, il suffit d'apprendre, il suffit de se renseigner, et puis à un moment, il faut se lancer. Et ça, vraiment, je vous le dis, lancez-vous. À un moment donné, il faut y aller. C'est ça l'aventure. Sinon, en fait, vous le regretterez toute votre vie. Et en fait, il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Enfin, vraiment, il n'y a rien de pire que ça. Donc, lancez-vous. Et puis ça va bien se passer. Merci beaucoup, merci Alexis pour cette discussion, c'était super intéressant. Merci à toi. Donc, je rappelle Alexis Lopez sur Instagram, YouTube et TikTok. Merci Elise, merci, c'était super. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.